Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de CBD Connect. Aujourd'hui, je suis avec Dominique David, notre expert comptable et commissaire aux comptes. Et l'objectif de cet épisode, c'est de répondre à toutes vos questions. Dominique va donner des réponses. Bonjour Michael. Bonjour Dominique. Donc merci de m'accueillir et aujourd'hui on va aborder quelques questions spécifiques à la facture électronique. Donc rappel sur le calendrier, tout le monde doit avoir, tous ceux qui ont un sirène doivent avoir une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026 pour pouvoir recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs. Par contre, en termes d'émission, ça sera au plus tard le 1er septembre 2027. J'en profite pour faire un petit rappel, vous avez l'épisode 1 qui est dans la playlist juste au-dessus, si jamais vous l'avez loupé. C'est là-dedans qu'il y aura le plus d'informations. Aujourd'hui, voilà, on ne fait que répondre aux questions qui peuvent suivre cette première formation, donc cet épisode 1. Je te propose de commencer ? Bien sûr. Alors, une question qui nous a été posée relative aux professionnels de santé. On a posé la question, est-ce que dans le cadre de rétrocession, cas de remplacement ou de collaboration, est-ce que il faut émettre des factures électroniques? Donc, le professionnel libéral de santé qui a recours à un remplaçant n'aura rien à faire. Par contre, s'il a recours à une collaboration libérale, d'accord, où ce collaborateur libéral encaisse pour son propre compte des honoraires et il restitue aux praticiens titulaires une redevance, eh bien, il faudra facturer en facture électronique cette redevance. La facturation des médecins et paramédicaux entre-t-elle dans le e-reporting ? Vous posez la question sur le e-reporting. Est-ce qu'il va falloir faire une déclaration des honoraires encaissés ? Alors, s'agissant des actes de soins, non, il n'y aura rien à faire. Par contre, pour les opérations qui sont dites taxables, c'est-à-dire une expertise, une vente, une location ou autre, eh bien, elles entrent dans le champ d'application de la TVA et donc elles devront être déclarées dans le reporting. Une association fiscalisée, donc TVA ou IS, doit-elle émettre ses factures au format électronique dès le 1er septembre 2026 ? Alors, oui, toujours pour la réception. Par contre, en matière d'émission, la date limite est au 1er septembre 2027. Est-ce que les SCI et les LMNP, donc les loueurs meublés en non professionnel, doivent-ils émettre des factures de vente et ou faire du e-reporting ? Alors, en matière de réception, oui, pour tout le monde, SCI et loueurs en meublé, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. En matière d'émission, c'est selon le régime de TVA. S'il y a TVA, eh bien, il faudra effectivement émettre toujours au plus tard à partir du 1er septembre 2027, mais il faudra émettre donc des factures électroniques. Sans TVA, il n'y aura rien à faire. D'accord. Un client facturant avec TVA, mais uniquement à des non-assujettis, devra-t-il émettre des factures électroniques ? Non, le e-invoicing, c'est-à-dire le terme anglais pour parler de facture électronique, ne concerne que le business to business entre deux entreprises, entre deux assujettis. Donc, s'agissant d'une vente vers un particulier en B2C, il n'y aura effectivement pas de facture électronique. Par contre, il y aura du reporting pour ces opérations faites entre un professionnel et un particulier. Nous déclarons nos clients sur les plateformes, mais rien n'apparaît dans l'annuaire. Quand l'information sera-t-elle à jour ? Alors en fait, ce sont les plateformes agréées de réception qui alimentent l'annuaire. Donc c'est elles qui créent et actualisent les lignes. J'aime beaucoup cette question. Je n'apparais pas sur l'annuaire. Que faire ? Alors, effectivement, d'abord il faut vérifier la plateforme agréée de réception si l'inscription à l'annuaire a bien été faite. Et si ce n'est pas le cas ? Dans ce cas-là, il est nécessaire de prendre contact avec le service des impôts. Ou le groupe CBD pour qu'on s'occupe de ça pour vous. L'annuaire mentionne une adresse électronique de facturation. Est-ce que c'est l'administration ou la PA qui l'attribue ? Alors, ce n'est pas vraiment une adresse email, c'est un identifiant d'adressage qui sert juste à router la facture vers la bonne plateforme. Excellente question aussi, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Où trouver l'adresse électronique de facturation que certains fournisseurs commencent à nous réclamer ? Oui, alors c'est dans l'annuaire de la facturation électronique et c'est consultable gratuitement et ça permet de retrouver l'adressage d'une entité à partir de son SIREN ou de son SIRET. Parfait. Vous retrouverez le lien donc, qui vous amène à ce site de l'annuaire directement dans la description de cette vidéo YouTube.
Mon client a un numéro SIRET et déclare la TVA. Mais je ne peux pas l'inscrire car son numéro n'est pas dans l'annuaire. Comment faire ? Alors là, on a deux possibilités. Soit on attend la mise à jour de l'annuaire, que ça fasse toute seule, ou on fait remonter, comme je disais tout à l'heure, au SIE. Comment choisir parmi tant de PA sans pouvoir réellement tester le produit ? C'est effectivement très compliqué. La politique que nous avons choisie étant de nous rapprocher de la plateforme la plus proche de notre outil de production ou de l'outil de production de nos clients. Peut-on avoir plusieurs PA ? Oui, on peut avoir plusieurs plateformes agréées. On pourrait en avoir par exemple une pour l'émission de factures et une pour la réception, ou on pourrait en avoir une par SIRET, c'est-à-dire par établissement. Choisir la PA de son éditeur. Cegid par exemple, pour notre cas. Ou une autre PA. Jefacture.com par exemple, change-t-il la qualité de traitement ? Alors, sur le socle de base, c'est-à-dire ce qui est dans le cahier des charges des plateformes agréées, aucune différence. Le reste sera vraiment des options, des particularités qu'auront développées certaines plateformes. D'accord. J'ai opté pour une PA et je veux en changer, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas forcément le meilleur choix. La dernière option écrase-t-elle la précédente ? Alors oui, pour la réception, une seule plateforme de réception par ligne d'adressage, le nouvel opt-in remplace le précédent et l'annuaire est mis à jour en conséquence. Donc il suffit juste de créer un nouveau mandat. Exactement. Pour ensuite écraser l'ancienne inscription. Facile. Comment récupérer les flux d'une PA non compatible avec nos outils ? Exemple, le client a choisi la PA du Crédit Agricole, qui du coup n'est pas celle de notre outil de production. Alors, nous n'avons pas encore pu faire de tests, mais en théorie, le cahier des charges et la norme prévoient une interopérabilité. En pratique, nous verrons bien quand nous y serons. Si le client a souscrit une PA, le cabinet devra-t-il aussi payer pour récupérer ses factures ? C'est une très bonne question. Le cabinet a besoin de son propre accès pour récupérer et traiter les flux des clients. Et le cabinet, bien sûr, s'appuie sur son outil de production, ce qui peut représenter un coût distinct de l'abonnement du client. Certaines PA et certains éditeurs incluent l'accès au cabinet, d'autres le facturent. Nous verrons bien quand nous aurons les offres définitives. Quel délai avons-nous pour refuser une facture ? Alors bizarrement, aucun délai n'a été prévu par les textes. Pas de délai unique de refus. Le statut refusé peut être émis tant que la facture n'est pas payée. Alors, la TVA à l'encaissement. Quel délai pour transmettre le statut encaissé d'une facture ? Donc le statut, il suit la périodicité du e-reporting de paiement. La donnée d'encaissement est transmise selon le rythme du e-reporting, mensuel le plus souvent, et non facture par facture en temps réel. L'échéance est alignée sur la TVA. Pour les assujettis à la TVA sur les encaissements, ce statut conditionne l'exigibilité. Il doit être transmis dans le délai du e-reporting de la période concernée. D'accord. Le statut payé d'une facture électronique, qui doit le déclarer ? C'est une excellente question. Et en fait, c'est le fournisseur, c'est-à-dire celui qui reçoit le paiement, qui doit déclarer le statut payé. Comment gérer l'encaissement quand le logiciel de facturation n'est pas connecté en API ? Alors, deux possibilités. Soit le client renseigne l'encaissement dans son outil de facturation, soit le cabinet saisit la mention de son côté avant la fin de période du e-reporting. L'essentiel, c'est toujours la transmission dans les délais, peu importe l'outil. La donnée de paiement doit remonter via une plateforme agréée dans le rythme du e-reporting de paiement, même en saisie manuelle. Très bonne question, ça. Je pense que c'est une qui va revenir assez régulièrement, et surtout par rapport à 2027. Oui. On a certains de nos clients qui font des factures papier encore aujourd'hui ou alors sur Excel. Le brouillard de la caisse manuscrit. Faut-il une caisse certifiée ou un outil de type SumUp, Dext suffit-il pour le e-reporting ? Eh bien, le législateur nous a laissé de la liberté parce qu'il n'y a pas d'obligation d'acheter une caisse certifiée. Le e-reporting d'encaissement peut s'appuyer sur tout outil fiable permettant de produire et de transmettre les données requises, un logiciel d'encaissement, une solution de collecte type SumUp. Voilà. L'enjeu, c'est la donnée, c'est pas le matériel. D'accord. Comment gérer le e-reporting pour les clients qui ont une caisse achetée sans maintenance et sans outil de transmission ? Mais dans ce cas-là, il va nous falloir un canal de transmission
Une caisse non maintenue ne dispense pas de e-reporting. Il faudra prévoir un outil qui collecte et qui transmet les données de recettes, mise à jour de la caisse, un module complémentaire ou une solution tierce. Le logiciel de caisse transmet-il directement à l'État ou le e-reporting passe-t-il par nous tous les 10 jours? Deux schémas. Soit le logiciel de caisse compatible transmet directement les données de recettes à l'administration via la plateforme agréée, et c'est ce que je recommande. À défaut, la transmission sera faite par le cabinet ou un autre outil. Et la périodicité dépend du régime. Donc soit de façon mensuelle ou soit tous les 10 jours. Voilà. Contrat souscrit à titre personnel, donc télécommunications, électricité, etc. Mais payé par l'entreprise. Que se passe-t-il? Donc, un contrat qui est au nom d'une personne physique non assujettie ne génère pas de facture électronique en business to business. Le fournisseur facture un particulier par l'entreprise, donc dans ce cas-là, l'entreprise ne recevra pas de facture électronique. Et la déductibilité suppose donc un justificatif au nom de l'entreprise. Donc, pour sécuriser la TVA et la charge, il vaudrait mieux basculer ces contrats au nom d'une personne physique, au nom de la personne morale. Parfait. Encore une très très bonne question qui, celle-là, est tombée souvent pendant nos réunions d'information clientèle. Les tickets de carte bleue de carburant ne seront pas au format électronique. Cela remet-il en cause la déductibilité de la TVA? Alors, la réforme de la facture électronique n'a pas pour objet de changer les conditions de déductibilité de la TVA et le formalisme nécessaire. La plupart des automates de parking, carburant, péage continueront à délivrer des tickets et le fournisseur fera son e-reporting, quelle que soit la nature du client. À charge du client de récupérer la TVA comme il le fait habituellement. Comment gérer les clients qui ne suivront pas leurs données dans la PA? À qui est la responsabilité de la gestion de cette PA? Donc c'est un mandat qui clarifie qui fait quoi en matière de suivi de cette plateforme agréée et de la réception et de l'ouverture de ces factures sur la plateforme agréée. Donc il y aura, pour ceux qui veulent que le cabinet s'occupe de cette gestion de PA, un complément de la lettre de mission. Lettre de mission et décharge. Comment encadrer nos obligations sur la facture électronique et le e-reporting? Donc tout ça passera par une mise à jour des lettres de mission pour cadrer qui fait quoi. Est-ce que c'est le cabinet qui s'occupe de la réception, du reporting, ou est-ce que c'est l'entreprise qui le gère? Y a-t-il des particularités pour la location de meublés? Oui, effectivement. La location meublée a ouvert de nouvelles questions et on attend des précisions de l'administration, spécifiquement parce que un loueur en meublé sur deux n'est pas officiellement inscrit et n'a pas de sirène. Ce qui va poser problème puisque pas de sirène, pas de possibilité de facture électronique. Bien sûr. Ou de recevoir des factures électroniques. Y a-t-il des particularités donc pour la location nue? Oui, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de facture électronique et il n'y a pas de reporting, puisque spécifiquement, la plupart des locations de locaux nus n'est pas assujettie à TVA. Le seul cas où il y aura assujettissement et facture électronique, ça sera le cas où le locataire est un professionnel dans des locaux assujettis à TVA. Cette question-là est assez importante parce que c'est une composante qui va faire partie de la réforme seulement active au 1er septembre 2027, mais c'est sans doute celle qui va demander le plus de travail. Qu'est-ce que le e-reporting? Le e-reporting, c'est la transmission à l'administration des recettes faites en B2C, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par jour et par taux de TVA réalisé avec des particuliers. Ça, c'est une première composante du e-reporting, avec un cadencement qui peut aller de 10 jours à 1 mois. Et puis, ça sera aussi la déclaration des encaissements de prestations de services préalablement facturées à des professionnels par des factures électroniques.
Le but ultime de ce reporting, c'est que ce soit l'administration fiscale qui prépare les déclarations de TVA. Elle a donc besoin de connaître les recettes faites auprès des particuliers qui génèrent de la TVA collectée. Elle a besoin de connaître les encaissements sur prestations de services qui rendent la TVA collectée exigible. Et elle connaît déjà, puisqu'elle a copie de toutes les factures fournisseurs que l'entreprise a reçues, elle connaît déjà aussi la TVA déductible. Que se passe-t-il si un professionnel donc achète en grande distribution, a des tickets et des notes de frais? Dès lors que l'acheteur est un assujetti identifié, il a un SIREN, oui. Le commerçant doit lui établir une facture électronique. Tout simplement. Tout simplement. Et donc ça pose la question donc, par rapport aux tickets de carburant, les péages, les parkings, les restaurations, donc pour moins de 150 € comme on a vu juste avant. Ceux-là seront gérés, on va dire, à la main, mais je pense que tôt ou tard, tous les professionnels s'équiperont de logiciels capables d'émettre des factures électroniques. Très bien. Est-ce que la facturation électronique modifie les modalités de règlement? Rien ne change. Aucune nouvelle obligation en matière de règlement des factures. On a pas mal de cas particuliers pour tout ce qui est SCI. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de cas particuliers, notamment pour les SCI, selon qu'elles ont une activité économique ou non, et puis pour les associations, selon qu'elles sont fiscalisées ou non. Et là, effectivement, il y a tellement de cas particuliers que je vous invite à vous rapprocher du cabinet pour avoir plus d'explications. Donc voilà, n'hésitez pas, pour tous ceux qui font déjà partie qui sont clients du groupe Sibeli, rapprochez-vous de votre collaborateur et il vous fera suivre toutes les documentations justement sur lesquelles on s'est basé pour faire ce premier épisode ainsi que cette question-réponse. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Merci beaucoup Dominique. Merci Michael. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.